Bonjour, aujourd'hui je comptais faire une petite vidéo sur quelque chose qui embête bien les utilisateurs, qui fait rigoler un petit peu, mais qui embête autant les programmeurs. Au départ, je comptais l'appeler accent, enfin sur les accents. D'une manière générale, c'est tous les petits problèmes ou gros problèmes qui nous arrivent à propos des caractères qui sont pas A, B, C, X, Y ou Z. Alors, je ne vais pas faire un historique de comment on est arrivé aux caractères qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est intéressant. Par contre, une fois qu'on aura vu un petit peu tous les caractères euh, qu'on a aujourd'hui, je vais souligner un certain nombre de problèmes qui peuvent arriver avec avec les caractères, en particulier avec les accents, mais pas seulement, et puis essayer de trouver des pistes de solutions, en tout cas montrer que ça n'a rien de simple. Donc sur ce qu'on utilise aujourd'hui pour écrire, hein, l'idée c'est quand même de faire passer des messages, que ce soit des programmes ou de temps en temps dire bonjour ou donner des informations. On peut remonter très loin à l'invention de l'écriture. Alors j'avais quelques images. Bon, alors si on demande invention d'écriture à Google, en fait, il répond pas grand-chose. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Dans Wikipédia, il y a un article mais qui est plutôt sur l'écriture elle-même. Il y a beaucoup de choses sur le début de l'écriture, hein, où on retrouve des tablettes, des hiéroglyphes. Là, il y en a, je ne sais pas si ça s'en est. Je crois pas. Là, sur toutes les écritures qu'il y a sur la planète, mais c'est plutôt le début de l'écriture où tous les systèmes d'écriture qui existent à gauche et à droite. Mais ce qui m'intéressait moi, en ayant comme perspective les accents, c'est le moment où on passe de l'alphabet, alors je l'avais quelque part, bon, l'alphabet latin de base, c'est même pas celui-là, à l'alphabet avec quelques symboles, c'est pas des symboles, mais des petits signes en plus. Alors, première découverte, hein, en fait, ces petits symboles, donc là, ça ressemble à des accents, c'est pas du tout des accents, hein, c'est plutôt des barres. Dans certains textes latins, on les voit les barres au-dessus pour dire que c'est des sons longs. Donc, en fait, on est quand même. Donc, c'est sur. Si on repart quand même peut-être début de l'écriture. euh, on est quand même au départ sur euh, une écriture qui est plus ou moins symbolique, pardon, représentative de choses, puis elle devient de plus en plus symbolique jusqu'à... Ben là, il n'y a aucune image qui m'intéresse, désolé, excusez-moi. Et puis, on arrive chez les Romains, bon, Romains, puis à d'autres endroits, à un alphabet. Alors, on ne retrouve pas non plus là, comme quoi des fois Wikipédia, il n'y a pas tout. On va prendre l'écriture tout court. C'est pas l'alphabet qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est plutôt donc celui qu'on voit sur cette plaque-là, c'est plutôt l'alphabet. euh, ah bah, faut creuser un peu plus loin. Alors système d'écriture, mais je crois l'avoir déjà regardé. C'est l'alphabet d'une vingtaine de lettres. Le XY par exemple n'existe pas. Et il n'y a pas ni majuscule ni minuscule, ni les symboles qu'on appellera donc plus tard, enfin pas symboles, mais les petits signes qu'on rajoute aux écritures. Euh, donc je ne retrouve pas l'image que j'avais vue, qui était jolie, où on voyait les anciennes, enfin le début de l'alphabet. Tant pis pour moi. Les petits symboles qu'on appelle les symboles diacritiques, hein. Donc, qui sont les cédilles pour ce qui est en bas et les accents pour ce qui est en haut, puis il y a aussi d'autres petites choses en plus. Éventuellement des tildes, bon, pas trop en français, mais des umlauts, des guillemets. Alors, il y a des doubles accents. Enfin bon, on découvre des choses quand même dans Wikipédia, c'est intéressant. Et donc, si on revient à ce que je voulais raconter, invention de l'écriture, donc on passe
pour nous, hein, assez vite à l'alphabet latin, parce que essentiellement on va travailler sur l'écriture de choses pour le monde, je sais pas, occidental, on va dire, à partir donc des lettres latines. Et depuis, il s'est passé plusieurs choses. Donc, les accents, en fait, c'est arrivé assez tard. Je me t'ai demandé si c'était arrivé avant ou après l'imprimerie. En fait, c'est arrivé, les accents eux-mêmes, plutôt après l'imprimerie. Il y a eu des choses qui ont ressemblé avant. À l'écriture médiévale, par exemple, il y avait des trémas pour indiquer certaines lettres spéciales. Mais c'est plutôt plus tard qu'on a voulu, quand les scientifiques ou les sages ou les savants, je sais pas, de l'époque ont voulu formaliser, bien décrire de nouvelles langues ou la langue, qu'ils ont introduit pas mal d'accents. Alors ça, c'est quand même assez bien raconté dans ces deux pages que je vous conseille. Donc l'une page, c'est sur l'alphabet latin, l'autre page sur les diacritiques de l'alphabet latin. Bon, mais je ne vais pas tout vous relire. Et alors, et c'est avec j'ai pas tout à fait bien suivi, mais avec l'introduction des majuscules et des minuscules, c'est arrivé à cause de d'autres langues, les langues plutôt gothiques. Euh, mais bon, ce qui m'intéressait de savoir, c'était si, par exemple, on n'a pendant longtemps pas mis d'accent sur les majuscules. Alors, même aujourd'hui, c'est assez difficile à mettre un accent sur une majuscule. Par exemple, si on veut écrire éperdu, alors si on commence par le E, on est un peu perdu. Si on a de la chance, Word va, enfin pas Word là, mais Microsoft va nous le mettre automatiquement. Si on n'a pas de chance et qu'il faut le mettre soi-même dès le départ, alors ça doit être CTRL et accent puis le E. Non, ça n'a pas marché. CTRL sup, accent puis le E, ça n'a pas marché. Ben, je sais plus, c'est peut-être dans Word qu'on fait comme ça. Pour le A, alors ça veut rien dire, mais donc c'est plutôt Alt Greux. Alors je vais essayer. Alt Greux, accent. Eh ben non, Alt Greux. Ben, voilà. Donc c'est assez difficile à obtenir certaines lettres en majuscules. Et donc je m'étais demandé si c'était lié à des accents qui existaient avant l'invention de Gutenberg, enfin du Moyen-Âge, avant l'invention donc de l'imprimerie ou pas. Ben non, les accents en fait ils ont existé après l'invention de l'imprimerie. Et c'était par économie plutôt de fonte que les minuscules eh ben, existaient en forme accent ou sans accent, mais les majuscules, eh ben, sauf pour les imprimeries très riches, n'existaient pas avec leur accent. Mais aujourd'hui, donc, on doit pouvoir écrire les accents aussi sur les majuscules, sauf que les claviers ne sont pas encore super bien prévus. Vous voyez, j'ai pas encore réussi à faire le et accentué. Voilà. Le E accentué, ça c'est peut-être plus facile. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, en deux coups j'ai réussi. Accent circonflexe. Le accent grave, mais l'accent aigu, ben, c'est plus dur. Hein. Alors, c'est peut-être Alt E. Et non, bon. Puisqu'on a du temps, je vous ai dit, ça risque, enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça risque d'être long en fait. Hein, parce que, en fait, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, je regarde donc sur. Voilà, alors, c'est pas assez gros, mais donc sous Word, le accent, j'y arrive avec CTRL E, CTRL accent aigu, enfin CTRL, je ne connais pas forcément le nom du symbole là exactement. Et puis E, bah, sous PowerPoint, c'est pas pareil. Alors bien sûr, il doit y avoir moyen d'insérer un caractère spécial, enfin, je sais pas où, ici dans les symboles, pour avoir les accents. Et puis, comme je vous ai montré, un épée par exemple, hop, il va le mettre automatiquement. Mais quand il l'a pas mis automatiquement, ou quand c'est pas au début de la phrase, bah, on est très embêté. Bon, mais donc on arrive.
aujourd'hui aux lettres qu'on connaît, qu'on voudrait pouvoir représenter donc, dans un ordinateur. Historiquement, donc, la première chose qui a existé dans les années 60, c'est l'alphabet ASCII, enfin non, le codage ASCII américain, qui est à peu près le suivant, si je vous montre ici, quelque chose qui est pas très net, mais qui est d'origine, semble-t-il, enfin c'est ce qu'on retrouve sur Wikipédia, qui était un codage sur 7 bits. Alors, ça se lit de la manière suivante. Les 3 premiers bits, c'est ceux qui sont affichés là-haut, d'un octet qui aurait que 7 bits. Donc, il y a un bit qui sert à rien. Et puis, les 4 derniers bits de cet octet-là, ils sont ici. Donc, on arrive ici, par exemple, le 3 serait représenté par 0, 1, 1, puis 0, 0, 1, 1. Alors, on voit sur les dernières colonnes ici, sauf la dernière case ici, des choses qui sont assez compréhensibles. C'est ce qu'on reconnaît, alors, sauf la première case aussi. Donc, c'est par exemple le chiffre ou caractère, plutôt parce que c'est pas le nombre là, hein, ni nombre ni chiffre, c'est le caractère 3, comme il y a le caractère A, qui est donc dans le codage 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ce qui nous fait donc 1 plus, alors 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 et 1, 65. Donc le code A majuscule 65, on rajoute 32, on obtient 97, on obtient le A minuscule. Et puis après tout l'alphabet qui est dans l'ordre, ça tombe bien. Tout comme les chiffres là, enfin les caractères des nombres ou des chiffres sont dans l'ordre en commençant par 0. Hein. Et puis entre, il y a un peu de tout. Avec au début donc SP qui représente l'espace et del qui voudrait dire représenter la suppression. En fait, si on regarde del, eh ben, c'est le caractère qui serait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors si on se rappelle à l'époque dans les années 60, donc l'un des modes de sauvegarde de l'information, c'était sur des bandes perforées éventuellement. Et donc trouver la bande de tous les côtés, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et ben, ça pouvait se superposer à n'importe quel codage, et ça signifiait donc en fait on avait supprimé le caractère qui était en dessous. Donc c'était pas un caractère en lui-même, c'est simplement pour effacer, tout comme pour ceux qui ont connu les machines à écrire, quand on avait écrit des bêtises, on mettait du XXX en majuscule ou en minuscule, et ça rendait à peu près illisible ce qui était dessous. Ben, le del ici, voilà, 1, 1, 1, 1, 1, 1, rendait les choses à peu près lisibles. Alors, l'espace, on pourrait imaginer que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire mettre 0, 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire un espace sur la bande. En fait, c'est pas exactement ça qui a été choisi pour le caractère espace. Le caractère espace a des 0 et des 1, donc sur une bande. Alors, ceci dit, il n'y a qu'un seul trou hein, dans une bande perforée qui représenterait l'espace. Le caractère vraiment 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc qui, lui, ne serait pas, si on perce les 1 et qu'on laisse intact l'endroit des 0, ça serait le caractère nul. Alors le caractère nul, c'est un caractère qui a servi à d'autres choses depuis, mais au départ, en fait, effectivement, il était le complémentaire de del, c'est-à-dire que si on voulait laisser un espace sur la bande, sur lequel on pourrait revenir de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai pu lire, hein, eh ben, on faisait un espace sur la bande de codage en n'imprimant rien, et puis plus tard, on pourrait revenir dessus. Alors depuis, c'est devenu autre chose, en particulier en Unix, parce que c'est souvent le caractère 0 indique la fin d'une chaîne de caractères pour printf ou d'autres fonctions prédéfinies du système. Bon, donc ça c'est... On a parlé de cette partie-là du tableau. Donc là, sur les 128 codes, moins les deux et moins les deux premières colonnes, c'est-à-dire une soixantaine bon, même un peu plus, 80 codes. C'est pas exactement les touches qu'on retrouve sur un clavier, parce que sur le clavier, on a par exemple le E accentué. Là-dessus, il n'y a pas le E accentué. Hein. Si on voulait faire un E accentué, alors avec une machine à écrire, on pouvait taper E, puis revenir en arrière, et puis taper un accent. Alors les accents, ils y sont. Hein. Là, il y a un accent simple dans un sens. Là, c'est plutôt un guillemet, enfin de double guillemet. Là, il y a un accent plutôt dans l'autre, et puis il doit y avoir les circonflexes là, qui sont
dessinés un peu gros, mais en fait qui sont des plus petits. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi là-dedans deux colonnes, le début ici, là, qui représentent des codes bon, de contrôle qui, a priori, ne devaient pas être des caractères qui donnent de l'information lisible par l'homme. En fait, donc j'ai dit tout à l'heure, la fin de chaîne dans un programme, elle est, même si elle n'est pas visible, elle est souvent codée par 0 en programme. Et puis il y a d'autres choses qui sont très utilisées, c'est les tabulations. Alors il y a la tabulation horizontale, la tabulation verticale. Alors c'est surtout la tabulation horizontale qui est utilisée, le caractère 9, là, qui donne comme un espace, hein, ici. Là c'est l'espace simple qu'on affiche sur un texte. Là ça serait la tabulation sur un texte. Et il y a aussi deux caractères qui représentait en fait l'avancement d'une imprimante. Donc, pour passer à la ligne suivante, line feed, donc c'est le caractère 10, et le caractère retour chariot, pour revenir au début de la page, de la feuille, caractère 13. On reviendra sur ces caractères tout à l'heure. Donc ça c'est code ASCII, c'est un mélange de choses qui sont assez bien imprimables. Il n'y a pas tout, il n'y a pas les accents, les CCD, la CDI par exemple c'est assez difficile à obtenir. Il y a des caractères qui ne sont pas des vrais caractères et des codes d'information qui pour certains sont devenus depuis un peu des caractères. Donc c'est un peu un mélange de tout et de n'importe quoi, mais ça existe depuis 1963 et c'est devenu une norme qui est très bien acceptée par tout le monde et respectée par tout le monde. Donc c'est une des bases, un des piliers malgré tout de l'informatique moderne, même si on n'a pas de nom. Comment faire pour rajouter d'autres choses? Alors, donc les caractères par exemple français, allemand et autres, les S7, les axes circonflexes et il y a aussi des jeux de langue où on met plusieurs donc diacritiques ensemble. Je pensais aux vietnamiens, enfin bon, parce que c'est bon. Ou d'autres caractères. Alors, si on n'a pas en nombre très important, en fait, donc sur un octet, là, 8, pardon, 7 bits sur les 8, on peut imaginer un 8e bit, hop, je rajoute une page de caractères spéciaux, et c'est ce qui a été fait, des caractères donc ISO, je sais plus c'est Roman, voilà. Ouais. Alors je sais pas si mon ordinateur qui chauffe ou quoi. Voilà, c'est plutôt latin. Donc on va changer ça. Les Français ont défini donc un certain nombre de 128 caractères spécifiques, les Allemands d'autres, les Arabes, on a eu chaque pays a un petit ensemble de caractères qui était disponible pour chez lui. Et ça a été, pendant un certain temps, la note, c'était ne changeait pas énormément d'ASCII, d'un pays à l'autre, c'était un petit peu la catastrophe. Ce qui s'est passé ensuite, il y a eu une envie pour avoir tous les caractères sous une seule norme, et donc la Unicode, et il y a plusieurs façons de le coder l'Unicode, 7, 16, 32, enfin, la norme Unicode montre puis, c'est simple, Wagner, c'est 41 en hexa, ASCII tout court. Et puis, pour les accents, par exemple, est accentué. Alors, le code Unicode de l'accent, c'est 233. C'est sympa parce qu'il se trouve que c'est le code ISO de l'accent. Ben, il va être codé sur 2 octets. Premier octet ici, C3, puis deuxième octet A9. Voilà. Avec une forme de codage, alors c'est qu'elle est écrite, voilà. Qui est assez intéressante au niveau du codage, c'est se dire que les premiers codes qu'on va mettre
c'est les codes qui vont avoir un 0 au début, et puis 7 bits disponibles pour coder un nombre, donc le numéro Unicode du caractère à coder. Et donc, ça va être l'ASCII. Donc, du coup, ça va être compatible avec le codage ASCII. Après, on va avoir codé les choses sur 2 octets. Alors, une façon de dire 2 octets et pas se tromper, c'est que le premier octet va comporter, avant le premier 0, le nombre d'octets nécessaires au codage. Donc là, on dit il va y avoir 2 octets. Et donc ça, c'est le premier octet. Après, les octets suivants, pour dire que c'est un octet de codage et pas un octet euh, avec le code ASCII ou le code sur un octet, seront 1, 0. Alors, donc, le premier bit, code 0, sera que pour l'ASCII, et pour tous les autres qui commencent par 1, soit à la suite, on a 0 pour dire c'est un code qui correspond à l'un des octets d'un code qui précède, soit qui indique ici en fait nombre d'octets qui restent à la suite. Et donc là, si on veut coder sur 3 octets, le nombre d'octets qui restent à la suite, il y en a ici 2. Bon, là, si on continue, ici, il va y avoir 4 octets à la suite, enfin 3 autres octets plus celui-là. Sachant que ce codage-là, donc c'est du codage unaire du nombre d'octets qui sont nécessaires au codage d'un caractère. Et après, donc, on a ici toutes les fins d'octets qui représentent les caractères codés. Donc du coup, c'est pour ça que le 233 tout à l'heure, si on regarde, si on revient sur le 233, pardon, excusez-moi, c'est un peu plus bas, le 233 qui doit se coder bon, qui est au-delà de ce qui est codable sur 7 bits, hein, c'est pas un code qui était disponible code ASCII et accentué, qui se code en binaire. Alors, en binaire, ça doit se coder comme ça. Alors, pourquoi il y a 2 lignes j'ai un doute, mais bon. C'est peut-être que ma fenêtre n'est pas assez large. Voilà. Alors du coup j'ai perdu mon et, accentué. Voilà. 1, 2, 3. Valeur binaire 233. 1, 2, 3. 1, 2. Pourquoi ils ne les mettent pas sur 4 et 4? Bon, peu importe. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a les 8 bits du codage. Ils font du codage 5 chiffres par 5 chiffres. C'est pas super standard, mais bon. Donc le 233 il se code comme ça. Alors donc on aura 8 bits à coder. Donc il va falloir 2 octets. Donc du coup le premier octet va nous dire qu'on va avoir l'octet courant plus un octet. Donc c'est le deuxième octet. Puis ça sera donc le deuxième octet en disant bon ça c'est un octet supplémentaire d'autre chose. Et après il faut retrouver les 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 dans les parties qui sont non ici pas en gras. Alors on part plutôt du poids faible, des chiffres, donc 1, 0, 0, 0, 1, tant qu'il y a de la place, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc on est arrivé jusque là. On a réussi à mettre tout ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben c'est peut-être pour ça qu'ils ont découpé. Pas 4 et 4, mais 6. Et puis ce qu'il faut pour que ça fasse la place qu'il faut. Alors, puis on rajoute les deux 1 qui sont là, et puis après il faut remplir. Alors remplir en essayant de ne pas mettre trop de bêtises. Donc là il y a un 0 qui aurait dû être, je pense, en italique. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas en italique, mais enfin bon. Voilà, on retrouve les deux 1 essentiellement, et puis pour pas changer la valeur, eh ben, on met des 0 en poids fort. Donc on retrouve le codage de 233 à retrouver dans 2 octets. Il y a d'autres façons de désigner les caractères, hein, bien sûr. Le langage de programmation, alors je pense que ça c'est plutôt du Pascal, c'est de donner, de faire deux fonctions de traduction entre le numéro, c'est ce qui est fait là, le numéro en 233, et un caractère d'une certaine police ou d'un certain ensemble, donc Unicode, ASCII et autres. Donc, mais c'est faire
le passage de l'un à l'autre dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on a deux fonctions. Et si on pense à du HTML, il y a aussi moyen de donner des noms aux caractères. Donc c'est typiquement le E accent, ça va être acute. Donc ça c'est le E accent. Alors en HTML, on colle tout, et puis on met des trucs bizarroïdes autour pour dire, bon ben voilà, ça sera le accent. C'est un codage particulier. Et en HTML, on peut être encore un peu plus... là aussi, on peut avoir soit un passage avec les numéros, c'est-à-dire dire je veux le caractère, donc accent c'est 233, donc dans ce cas-là, on va mettre quelque chose comme 233 quelque part, mais on va mettre autour donc un et si j'y arrive, et un dièse pour dire bon c'est le caractère numéro 233 de la norme Unicode et ainsi de suite. Il y a d'autres façons de coder les caractères, hein, je pense au LaTeX où on fait un truc de genre là, pour dire ben, ça sera le caractère et accentué. Tout comme il y a des gens qui sont un peu plus pauvres que LaTeX et qui font ça pour dire bon ben ça c'est le accentué. Ça marche très bien en fin de mot ça. Ça se lit très bien dans les mails et c'est très bien, ça passe très bien par les navigateurs sur le web, les applications de messagerie sur post client. Enfin bon, il y a plein d'autres façons de coder les caractères. Alors, bon, ça a déjà été un peu long là pour écrire un petit peu les caractères. On va essayer d'aller plus vite là. Enfin, si je peux. Les caractères, quels problèmes peuvent apparaître? Donc, c'est tous les problèmes déjà liés à tous ces caractères-là qui sont invisibles ou pas invisibles. Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qui se passe si dans un fichier qu'on voudrait afficher à l'écran, il y a ces caractères-là? Il y a par exemple le caractère bell ici, ça devait être pour faire une sonnette bip bip. Euh, Est-ce qu'il faut les prendre en compte? Est-ce qu'il faut les afficher ou pas? Je ne sais pas si vous avez eu de temps en temps, on vous a demandé de faire cette petite manip-là, si vous avez un fichier. Alors là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Donc j'ai un programme, je vais le compiler. Donc ça donne quelque chose qui s'appelle a.exe, qui n'est pas du tout lisible a priori, mais pour voir les choses dans une console, d'habitude on fait more ou cat, et si je fais number là, bon, ça l'affiche à l'écran. Si je fais mort a.exe, souvent ce qu'ils savent faire, c'est à peu près n'importe quoi. Parce qu'il va y avoir, parmi ces caractères, parmi les choses qui sont dans, enfin les octets qui sont dans AXE, alors c'est que 3% là en plus hein, du fichier. Pourquoi il s'est arrêté là? D'habitude il devrait s'arrêter au bout d'une page. Ben, c'est qu'en fait, probablement, quelque part, il a vu que c'était une page, mais bon, c'est pas clair qu'il a rempli une page. Hein. Mort, d'habitude, ça s'arrête qu'au bout de page. Donc si donc il y en avait 16 000 des octets là-dedans, et ben, il aurait dû petit à petit afficher 16 000 caractères, parmi lesquels il y a de temps en temps, on tombe sur des choses qui sont effectivement des caractères parmi ceux qui sont inscriptibles. Alors, par exemple, alors, là j'ai un peu des doutes sur le hasard, parce que le hasard ne nous donnerait pas probablement this program cannot be run in DOS mode. Par contre, le PE, là, par exemple, ça peut être, ou $, là, ça peut être des choses qui sont arrivées par hasard. Par exemple, le point data, par contre, je n'y crois pas. Point idata non plus, point SSS, point texte, ça c'est trop. Mais le L, là, c'est peut-être des caractères qui, par hasard, sont tombés dans les choses qui sont affichables, c'est-à-dire de ce côté-là. Puis tout le reste, en particulier le 0, hein, parce qu'il risque d'en y avoir beaucoup dans un fichier, tout le reste, c'est ces caractères-là. Une fois sur deux, typiquement, hein, ça va tomber du côté ASCII, et parmi une fois sur deux, ça va tomber 6 fois sur 8, donc 3 fois sur 4 du côté affichable, enfin si on ne considère pas ça, bon, à ceci près. Une fois sur deux, code ASCII, ça va tomber sur un nombre qui est dans les choses qui ne sont pas ASCII pures, hein, avec le 8e bit, et donc ça peut donner un peu n'importe quoi, c'est pour ça qu'on a peut-être des cœurs, des losanges, des petites flèches. Bon, donc que faire avec ces caractères-là? Bah, bof,
je sais pas, mais enfin c'est un petit souci. Des petits problèmes, alors c'est problème de l'espace. Euh, donc c'est un caractère qui est... Alors est-ce qu'il est visible ou est-ce qu'il n'est pas visible? Bon, voilà, je vous laisse réfléchir. Bon, ceci dit, donc c'est le caractère 20 en hexa, 32 en décimale, le numéro. Alors, à ceci près que c'est un espace. euh, Bon, il y a quand même des soucis sur le codage de l'espace, parce qu'il y a des espaces qui sont dits durs, des espaces qui sont dits fins, et le caractère 20, il fait qu'un seul espace. Et puis, quand on met dans une page, par exemple HTML, ça va être un peu ma référence, parce que je vais avoir deux références, hein, ou d'une manière générale, j'ai deux références, c'est ce qui est dans les fichiers des programmeurs, donc les programmes, et ce qui est plutôt à l'interface, et à l'interface, ça tend à être de plus en plus du HTML. Donc, vis-à-vis de la référence HTML, le HTML, il y a, pour vraiment avoir un espace, on peut écrire donc un caractère spécial, par exemple celui-là, qui dit que c'est un espace non-breaking space, donc c'est un espace dur. Et il y en a d'autres d'espaces comme ça qui, là, on peut, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, des entités de caractères spécifiques, mais il faut les connaître, il faut savoir les utiliser à bon escient. Bon, c'est pas évident, hein. Mais bon, il y a eu des solutions, et pour le programmeur, ça pose pas tant de problèmes que ça, sauf quand il veut faire de l'indentation de code pour passer en HTML et que tout disparaît parce qu'il n'a pas bien pris les bons espaces. Mais quelque chose qui pose beaucoup plus de problèmes déjà, c'est le passage à la ligne. Hein, alors c'est deux caractères qui ne sont pas parmi ceux-là. Hein, alors pourquoi deux caractères, line feed et carriage return? Parce que si vous avez manipulé un jour alors une machine à écrire, euh, donc ça existait dans les années 60. Hein. Alors machine à écrire, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, mais malheureusement j'ai pas trouvé de vidéos intéressantes sur les machines à écrire. Voilà, ça ressemble à ça. Et vous voyez sur le côté, là, il y a un bras qui faisait que, donc, on mettait la feuille et tout, hein. Après on tapait son texte, et puis le tambour ici, au fur et à mesure qu'on tapait son texte, le tambour avançait, et puis quand il était arrivé au bout, alors selon les machines, il y en a qui retournaient automatiquement à la ligne, mais souvent en fait il fallait donc si ce n'était pas le cas, sur la plupart des machines, c'était bon, on prenait le levier et on faisait deux mouvements en même temps avec ce levier-là. C'est qu'en fait, on tirait le levier pour ramener le tambour au début à la première colonne. Donc ça, c'était plutôt retour, carriage return, retour au début de la colonne. Et en même temps, à la fin, on forçait un petit peu le levier et ça faisait tourner ce tambour, ça faisait avancer la feuille, ça mettait une ligne de plus, une ligne plus bas dans la feuille. Donc ces deux mouvements-là, malheureusement, quand trois systèmes d'exploitation ou d'ordinateur ont vu le jour, non, c'est ici, euh, donc les deux, c'est carriage return et line feed, hein, passage à ligne, ont décidé de savoir comment ils allaient organiser leur code et tout. Certains ont choisi de prendre que l'un des caractères, Unix. Alors est-ce que c'est Unix? Est-ce que c'est... pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Passage à la ligne. C'est intéressant ça, passage à la ligne d'équateur. Donc Unix, macOS et Windows. Fin de ligne. Donc, certains systèmes ont dit, bon ben, on va... Alors, où c'est que c'est écrit? Donc, on retrouve. Bon, New Line et Line Feed, je pense que c'est...
un peu similaire où j'ai pas regardé. Donc macOS, bon, peut-être avant macOS X, je sais pas. Mais bon, pour beaucoup de fichiers qui sont macOS, c'est le retour chariot qui a été utilisé pendant longtemps. Pour, alors, euh, je vais le trouver. Sous Unix, hein, c'est le line field, le new line, qui est utilisé. Et sous Windows, il faut mettre les deux. Voilà. Et après, en C, souvent, ça s'appelle l'un slash n, l'autre slash r. Donc celui qui est bien connu, c'est parce que C, c'est souvent associé à Unix, bah, c'est donc le slash n. Mais, enfin, oui, c'est peut-être pour le C des Unixiens que c'est bien connu que c'est slash n. Pour le C des macOS, c'est peut-être bien connu que c'est... Bon, je sais pas, je suis pas sûr. Voilà, mais voilà, le slash n, bah, c'est une norme Unix, et puis pendant longtemps, la norme des Mac, c'était plutôt slash R, ou en tout cas le retour chariot, et puis ailleurs encore, donc sous Windows. Il fallait mettre les deux, ceinture et bretelles, selon l'expression. Mais en fait, non, c'était plutôt une autre façon de représenter les choses. Donc il y a un article qui en parle un petit peu sous. Je fais du ménage, excusez-moi. Sous Wikipédia. Ah, ça, on va garder pour l'instant encore. Autre souci ou problème qui peut arriver, c'est symbole de fin de chaîne ou de fichier. Alors, fin de chaîne, alors c'est amusant, hein, je découvre enfin, j'ai découvert en même temps que vous, quasiment. Il y avait quelque chose qui s'appelait end of text. Alors, je ne sais plus si c'est ETX ou EOT, enfin bon. Il y avait des choses qui ont existé pour dire que ça serait la fin d'une chaîne de caractères. C'est pas ça qui a été utilisé au final, hein. Et c'est peut-être plus. Il y a des raisons, hein, c'est peut-être plus efficace, donc en C en tout cas, hein, euh, c'est de dire caractère 0, parce que le caractère 0 arrive assez souvent, donc du coup, ça bloque beaucoup des séquences de lecture. Il y a pas, c'est dommage, je te dis que c'était pas un caractère spécifique qui a été utilisé pour la fin de chaîne de caractères. On va voir pourquoi. Et puis, donc 0. Alors, des fois 0, des fois, pardon, 0 comme ça. Des fois, sur certains systèmes, il faut mettre double 0. Enfin, bon, on complique voilà, des fois les choses. Et puis alors, ce qui est très amusant, c'est le pseudo-caractère end of file pour dire fin de fichier. En fait, il n'y a pas de caractère. Enfin, euh, on pourra vérifier, hein, mais comment vérifier? Si je mets dans un fichier, alors, il n'y a pas de caractère de fin de fichier. Si je mets dans un fichier, donc un caractère, car unique. Donc ça c'est 4, ça a priori c'est plutôt pour regarder un fichier, mais quand on fait comme ça, ce qu'on regarde c'est plutôt l'entrée standard, et on la redirige vers un fichier. Donc je mets A, et puis je fais CTRL-C ou CTRL-D, ça dépend, des fois c'est l'un c'est l'autre. Donc dans mon fichier car unique, on peut regarder ce qu'il y a dedans, il y a... j'ai même pas vu le A, là je suis étonné. Alors, j'ai bien... Car unique, il l'a même pas pris le A. Ah bah parce que j'ai fait CTRL-C alors que j'aurais dû faire CTRL-D. Ben voilà, c'est bien. Donc il n'y avait rien dans car unique. Donc je remets le A. Cette fois je fais CTRL-D. CTRL-D. Ben ouais, bon. Si je regarde... Ah mince, j'en ai mis deux. Je vais y arriver, je vais y arriver. RM, car unique. Je me dis, j'aurais bien regardé.
4. Enfin bon, sinon je peux prendre un. Bon, là j'ai fait CTRL D. Et il a mis un peu de temps, mais il me l'a mis. Terminer le programme de commande? Non, je garde, reste ici. Pardon. Je pensais qu'il allait me laisser. J'ai pas dû bien lire la réponse qu'il fallait donner. Alors, donc c'est des. C'est. Comment je l'ai appelé? Caractère. On était bien à cet endroit-là. Hein. Si je vous montre la date. Voilà, 5-17, 10h48. Voilà, c'est bien celui-là. Donc, si on regarde ce qu'il y a dans car unique, il y a bien le caractère A. Et il y a un seul octet. Alors, ceci dit, bon, c'est une information donnée par le système. C'est pas sûr que le système. Est-ce qu'on peut faire confiance au système, hein? Mais bon, si on ne fait plus confiance au système, on est mal parti. Donc, il n'y a pas à la fin du fichier car unique un caractère de fin. Mais bon, par contre, quand on utilise scanf, par exemple, quand je l'ai fait dans le petit programme que je vais peut-être utiliser tout à l'heure, voilà, ici scanf. Donc, si je veux regarder si ça a marché ou si c'était à la fin du fichier, comme lui renvoie d'habitude scanf, c'est qu'il renvoie le caractère, je ne sais plus ce qu'il renvoie. Mais bon, mais le scanf, quand il n'y a plus rien, il renvoie quelque chose qui s'appelle end of file, mais en fait qui est plutôt un code, pas forcément d'erreur, mais un code pour dire qu'il avait encore quelque chose en entrée ou qu'il n'y avait plus rien sur son entrée. Et end of file en question, c'est plutôt la valeur -1. Bon, là, ça n'a pas été mis de manière symbolique, ça met directement la valeur -1. Donc il n'y a pas de caractère end of file, alors qu'il y aurait pu, hein, mais voilà. Je mentionne rapidement, hein, quand on code 2, ben, malheureusement ça ne se code pas avec le caractère 2, ça se code avec, si on revient, donc le caractère, donc le 2 ici se code avec la valeur 0, 1, 1, 0, 0, 1, ce qui nous fait donc 0, 2, 4, 8, 16, 32, 32 et 2, 34. Donc c'est, oui, après, le 32, l'espace, 30, pardon, j'avais dit 16, 16, 32. Alors oui, parce que je me suis trompé de colonne, pardon. Donc 32 et 16, 48, 49, 50. Voilà, donc ça fait le caractère 50. Le code d'un chiffre, et c'est pas, malheureusement, lui-même. Et si on complique la vie, le code de 20, malheureusement, ça ne sera pas d'un côté le code de 2. Enfin, ceci dit, il a existé, hein, des représentations des nombres où on codait caractère par caractère. Dans le code de 20, c'est ni 20, ni le code de 2 suivi du code de 0. Ça, en interne, hein, quand on représente les nombres, ce sera beaucoup plus efficace d'avoir donc là, je suis peut-être en train d'embrouiller les choses. Quand on représente les nombres, en fait, il y a deux endroits où on peut représenter les nombres, hein. Il y a à l'écran, à l'affichage, alors là, sous la forme d'un texte, donc ce sera l'élément suivant peut-être. Bah oui, c'est bien le 2 suivi de 0. Mais en interne, quand on veut manipuler des nombres, donc c'est la différence entre la représentation de la chaîne par rapport à la représentation du nombre. Donc en interne, la notion 20, selon que c'est une chaîne, va être représentée d'une certaine manière, selon que c'est un nombre, ça va être représenté d'une autre manière. Et ça ne colle pas. Bon, donc, c'est pas très dur, mais c'est l'un des trucs à la base, ceci dit, dans les premiers ordinateurs qui ont expliqué, qui ont justifié le fait que certains ordinateurs fonctionnent quand même en base 10 ou en base même d'autres bases, parce que il fallait toujours aussi, même si le binaire était, certains pressentaient ou certains avaient déjà dit que ça serait plus efficace que calculer en décimale. Depuis longtemps, on savait que ça existait le binaire, hein, depuis Leibniz, mais
la représentation du nombre euh, en interne. Donc oui, sur les premiers ordinateurs, certains calculaient en base 10 ou d'autres, parce que sinon il faut constamment faire des transformations entre représentation du nombre, pardon, représentation du nombre d'un côté, et la valeur du nombre elle-même. Les calculs, et du coup faire les calculs plutôt sur une représentation ou sur, enfin le nombre lui-même, il n'y a pas de, et le nombre en binaire plutôt. Représentation de la chaîne, enfin à l'écran ou de façon lisible en base 10, et représentation, il y a plein de choses qui se mélangent là, excusez-moi, mais c'est parce que c'est compliqué. J'espère que vous aurez un peu suivi quand même. Et là on est arrivé à une notion, c'est on veut avoir une chaîne de caractères. Alors dans un programme, on veut faire printf bonjour, hein, typiquement. Le printf, c'est du texte. Le bonjour, ça va être aussi du texte. Comment on va séparer les deux? Alors, bon, c'est typiquement... Alors voilà, ça c'est super, ça c'est... j'adore ça. Donc, c'est pas ce genre de... Cela, c'est les vraies ouvertures de citations typographiques en programmation. Alors, si, voilà, c'est marrant parce que on peut quand même les avoir. Ah, c'est pas évident, mais on peut quand même les avoir. Voilà, les deux trucs, ça qui sont utilisés dans d'autres langages. Ah, purée. Dans d'autres langages, on autorise à avoir cela aussi pour délimiter le début et la fin. Alors, ce qui était bien avec ça, ceci dit, hein, c'est que alors, pourquoi il ne veut plus me mettre début-fin, voilà. C'est qu'il y en avait un différent pour le début et un pour la fin. Ben là, dans nos deux trucs là, non, c'est le même. JavaScript donc utilise les deux de manière indifférente. En C, c'est plutôt l'un et l'autre, c'est plutôt pour les caractères que c'est utilisé. Dans d'autres contextes, alors ils ont une signification différente. Alors ceci dit, il m'a mis ceux-là. Moi, j'aurais plutôt aimé qu'ils mettent, voilà, ceux-là. Ah, j'avais pas vu ça encore. Bah, on découvre tous les jours, hein. Donc, il y a ceux qui sont droits, vous voyez, ceux qui sont un peu penchés. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Euh, en C, c'est plutôt ceux-là qui sont droits, éventuellement un peu penchés dans l'autre sens, et les doubles. Ça, c'est les inconvénients d'utiliser donc euh, PowerPoint pour raconter des choses qui tiendraient mieux dans une... Bon, ceci dit, on ne montre pas tout non plus dans un éditeur de texte. Alors si je vous lance un petit éditeur de texte, un qui est pas mal répandu parmi les... Enfin, voilà, donc on a ça. Alors, on sait ça n'a pas marché, mais il y a, donc on a des guillemets simples. Et puis on peut avoir de temps en temps des guillemets un peu penchés. Et puis on n'arrive pas à les avoir un peu penchés dans l'autre sens, mais en fait c'est parce que je suis pas sûr qu'ils fassent la différence entre ceux-là qui sont droits, quasiment droits, et ceux qui sont penchés pour faire le aigu. Bon, je le laisse dans un coin, ça. On verra tout à l'heure. Donc, la bonne blague, hein, c'est comment à l'intérieur d'une chaîne, donc si on prend cette façon d'écrire des chaînes, donc, alors ça c'est des octets, donc à l'intérieur, donc le texte va être représenté sous forme d'octets. En général, on passe là à de l'ASCII, mais avant, si c'est le code du programme, c'est aussi de l'ASCII, hein. Mais ce qui se passe, c'est quand on compile le programme, tout le code qui est autour, voilà, tout ce qui est là va être transformé, analysé, transformé en assembleur ou en je ne sais pas quoi, les zéros codés sous forme de 0, le -1 codé FFF. Par contre, ce qui est à l'intérieur, alors là, c'est pas des textes super lisibles, hein, mais ça pourrait être bonjour à cet endroit-là. Lui, par contre, va être codé sous forme ASCII quand on compile. Et donc les bonnes petites blagues, c'est que donc les délimiteurs, eh ben, on peut mettre plusieurs et ils n'ont pas forcément tous la même signification. Tiens, en HTML, je ne sais plus si on veut mettre des guillemets, ce qui se passe, comment avoir les guillemets, ceux-là, enfin euh, ces symboles-là de citation. La bonne blague, c'est comment on fait pour, à l'intérieur de guillemets comme ça, mettre un guillemet aussi de ce type-là.
Parce que si on fait ça en C, alors, donc tout à l'heure ça a bien compilé, hein, donc pour en C, et puis j'en mets un autre pour mettre. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de l'éditeur, il est déjà pas super content. Et si j'essaie de compiler, ben, ça va être la catastrophe. Bon, une petite catastrophe, hein, je reviens. Ben, je ne l'ai pas compilé tout à l'heure. GCC, nombre. Et il va me dire, ben, voilà, qu'il y a des chaînes qui sont pas. Enfin, il me dit pas qu'il y a des chaînes qui sont pas bien terminées. Il dit pas qu'il y a des chaînes, mais qu'il manque une terminaison, un caractère. Ça de terminaison, mais terminaison de quoi? Ben, enfin, moi je le sais, mais d'une chaîne, quoi. Bon, donc, pour pouvoir avoir des guillemets comme ça à l'intérieur des chaînes, s'ajoutent des séquences d'échappement. Alors, souvent, c'est le slash, enfin l'anti-slash. Vous l'appelez slash ou anti-slash, ça dépend aussi. Enfin bon, c'est des conventions. L'autre, enfin, il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre, hein. Et si on fait comme ça, effectivement, là, j'espère que la compilation ne râlera pas. Effectivement, non seulement l'éditeur ici ne râle plus, enfin, ne montre pas qu'il y a peut-être un souci. Enfin, il ne dit pas qu'il y a un souci, mais sous certains éditeurs, il mettrait qu'il y a un souci à cet endroit-là. La syntaxe n'est pas vérifiée, mais c'est ce que fait le compilateur. Euh, Et donc, il y a les langages qui sont un peu plus riches, je pense à JavaScript, qui autorisent donc ces deux formes-là, celle-là, conjointe. Ben, on peut mettre, donc quand on a besoin de mettre des guillemets comme ça quelque part à l'intérieur d'une chaîne de caractères, ben, il faut prendre comme des enfin c'est plus facile de prendre comme des limiteurs ça, comme ça on a ceux-là qui sont disponibles, hein. Tiens, enfin bon. Euh, et puis, on arrive, bon, il y aurait d'autres choses à raconter ici sur euh, ces choses-là. Mais c'est pas grave. Euh, et sur les caractères d'échappement, le truc que j'ai fait apparaître tout à l'heure, euh, qui des fois était un truc de genre là, enfin bon, ou qui des fois donc slash n pour dire donc caractère d'échappement, c'est ce qu'en fait ce qui devait être là être de l'ASCII standard, ça devient autre chose que de l'ASCII standard, c'est-à-dire qu'on est en train pas d'interpréter, mais de dire on est sorti du modèle standard et on va interpréter ce qui est derrière pour donner un nouveau caractère qui sera mis dans la chaîne de départ. Donc là, la chaîne, bah, typiquement, ça serait mettre à cet endroit-là le caractère de passage à la ligne. Alors pourquoi? Bah, parce que si le caractère de passage à la ligne, comme on a vu tout à l'heure, c'est effectivement le caractère donc line feed 10 en décimale. Le problème, c'est que notre clavier permettrait bien d'écrire des A, des B, des C, des C. Par contre, si je veux, enfin, il n'y a pas de caractère, donc le A, ça met le caractère A minuscule 65, je crois. Mais en fait, tous les caractères qui sont sur le clavier, c'est plutôt des caractères, euh, euh, ceux qui sont sympathiques dans la table, c'est pas ceux-là. Enfin, c'est pas cela. Il y a aussi la tabulation, mais quand on met la tabulation, ça va pas trop mal. Le pire, c'est quand on met un passage à la ligne. Passage à la ligne, alors si on fait ça, et qu'on essaie de compiler, tiens, je vais essayer, eh ben, il râle parce qu'il pense qu'une chaîne de caractères, ça doit se terminer sur la même ligne. Alors, ceci dit, donc, je peux mettre un caractère d'échappement. Ceci dit, vous voyez, pareil, au niveau de l'éditeur, ça, alors pourquoi je dis qu'il n'apprécie pas? Parce que ici c'est en enfin en noir alors que ça devrait être en grisé apparemment parce que les chaînes de caractères sont en grisé. Et par contre si je mets le caractère d'échappement, ce qui va à la suite, eh ben, c'est compris comme étant devant être je sais pas quoi, on va voir. Il râle plus en tout cas. Et donc probablement le compilateur traduit ça par étant je veux mettre un caractère de passage à la ligne. Mais je pense que c'est un autre endroit que ça s'est fait. Et pareil ici, en fait là, alors je ne fais pas l'exécution et tout, mais parce que ce serait pas ce programme-là qu'il faudrait utiliser pour faire l'exécution, mais ça ajouterait là dans la chaîne de caractères un passage à la ligne.
Alors, revenons à nos moutons. Donc on arrive aux accents. Alors pourquoi les accents ça pose des problèmes? Eh bien, il y a plein de choses. Euh, donc on a vu que le E accentué, par exemple, hein, ce truc-là, euh, c'est le code Unicode 233. En ISO, c'est 233 aussi. En UTF, il faudra coder 233 sur 2 octets. Le problème souvent, c'est que il faut choisir la forme de codage. Est-ce que c'est ISO latine et ainsi de suite? Est-ce que c'est UTF 8 ou autre? Est-ce que c'est encore autre chose, je ne sais pas quoi qui. Enfin bon, parce que des codes pseudo-ASCII, donc sur 8 bits ASCII, 7 bits, ça c'est clair, mais ça ne fait pas le E accentué. Est-ce que c'est un codage à la LaTeX? Est-ce que c'est un codage à la HTML? Toutes ces choses-là, même si quelqu'un d'un peu expérimenté, en voyant arriver ça, il va se dire bon ben ça c'est du HTML. Toutes ces choses-là, ben, souvent c'est pas indiqué dans le programme. Et là, par exemple, sur cette console-là, quand je tape E, est-ce que c'est du UTF? Tiens, il me sort des choses intéressantes. 303 251. Alors 303 251, ça a l'air de l'UTF. Parce que, alors voilà, avant que je fasse la manip, excusez-moi, quand je tape le E, je ne sais pas en fait si le E qui est compris là, il est compris comme étant de l'UTF, de l'ISO ou autre chose. Quand ici, pareil, alors ceci dit, ici on est euh, dans un traitement, enfin quelque chose qui s'apparente au traitement de texte. Hein. Donc est-ce que quand je tape le E accentué, ou un autre caractère qui n'est pas parmi les caractères sympathiques, très bien tolérés, ASCII, cela, ça c'est les bien tolérés, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est derrière? Si je fais un copier de ça ici, est-ce que j'ai la même chose? Bon, ah oui, mais copier ici, c'est pas terrible. Ou alors c'est que ça passe pas si bien. Modifier, coller. Alors, est-ce qu'il ouais, il me dit la même chose ceci. Mais donc, est-ce que ça veut dire que lui, il travaille en UTF? Si je prends l'éditeur de texte de tout à l'heure, si je mets un et là, est-ce qu'il travaille en UTF? Alors, ceci dit, lui, c'est écrit en bas. Hein, donc, alors, c'est écrit en bas. Alors, on peut double-cliquer dessus, ça sert à rien. C'est pas grave. Mais par contre, il y a aussi un menu encodage. Alors, donc, c'est UTF. Et il veut bien d'autres façons de faire de l'UTF, donc plein d'autres façons de faire de l'UTF. Est-ce qu'il veut aussi des façons de faire bon, du Windows? Alors ça c'est très bien, c'est gentil. Windows 1, continuer, bon, je vais essayer, je vais voir. Oups. Ben, le E accentué, finalement, il est devenu pouf pouf, ce truc-là bizarre. Mais je peux continuer à taper à côté des E. Alors, si je prends ça maintenant, donc ça, on va essayer de faire un manip. Hein. Ça, c'était l'ancien E. On est passé en Windows 1250. Hein. Si je le colle là, alors, tout à l'heure j'ai réussi à le coller par ça. Ah ben ouais, ça ressemble à ça. Hein. Et est-ce qu'on retrouve le 303? Non, 251, on retrouve 251, mais le 303, bon, c'est aussi un caractère bizarre, le A accentué alors. Donc le copyright, ouais, je sais pas, 251. Mais 300 et quelques, ça va au-delà de 256. Hein. On est d'accord. Donc même sur un octet, enfin coder tous ces trucs-là, je sais pas. Par contre, si je prends le et est-ce que ça va se faire quelque chose de mieux? Pareil, entre-temps, je suis passé par le presse-papier. Je garantis pas ce qui se passe dans le presse-papier. S'il prend les octets, un codage, un autre codage. Enfin bon, là, sur le codage, eh ben, il s'est bien passé. Et on retrouve le 303 251. Donc,
il y a eu, même si visiblement, donc là, il y a un et que, il y a eu des choses qui, des histoires de codage. Si je reviens au codage UTF-8, alors, intéressant tout ça. Mon truc de tout à l'heure est devenu XE9. Alors E9, 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 E9. Ça c'est avec le X devant, ça ressemble à... Alors je sais pas si vous voyez, mais je peux plus modifier le E. C'est un bloc en entier. Alors, si je prends Calculate Windows pour voir ce que c'est que le E9, est-ce que ça vaut 233 par exemple? Là, Calculate Windows, excusez-moi, ça se passe en partie en dehors de l'écran, mais vous devriez savoir la trouver. Donc E9, E9, E9 en hexa. E9. Qu'est-ce que ça donne Alors, d'habitude, on arrive avec standard. Là, vous prenez programmeur. Alors, pourquoi programmeur? Bon, peu importe. Programmeur, ça pourrait être binaire, quoi. Binaire, hexa ou machine. Donc, je disais E9, 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 hexa, E9, E9. Je crois que j'avais avoir vu 233. Donc, voilà. Donc, c'est la valeur 233 du code ISO qui est codé ici. Bon. Et 233, alors si on regarde comment c'est codé en binaire, hein, c'est codé ici, enfin on l'avait tout à l'heure, et ça pourrait être le début d'un code UTF, mais ça voudrait dire que c'est un code UTF avec 2 octets de plus à la suite. Or, à la suite, eh ben, il n'a pas envie apparemment, il n'a pas envie de prendre ce qui suit. Alors je vais rajouter quoi parce qu'il faut que ça commence par 1-0, les octets qui suivent. Hein. Donc 1-0, voilà, ça fait, on va faire des trucs compliqués. Donc 1-0, 1-0. Ah oui, mais 1-0, en plus, c'est pas dans la partie ASCII pure. Donc, bah, je ne sais pas comment rajouter après, avec cet éditeur de texte-là, un code qui sera 1-0 quelque chose. Donc, si je mets à la suite, il ne va pas les prendre, c'est parce que ce ne sera pas des 1-0. Bon, voilà. Donc, il n'est pas content avec ça, au final. Mais au moins, il nous a permis de naviguer un peu entre les différents codes. Donc, les accents, ça pose problème parce que on ne sait pas a priori, c'était ma dernière diapo, hein, essentiellement, quel est le codage, et aussi en fonction du codage, ben, ça entraîne un certain nombre euh, de, de problèmes, hein, ou pas. C'est que tout à l'heure, donc mon caractère unique là que j'ai mis dans mon il faisait 1, enfin le fichier faisait 1 de taille. Si je mets dans un même fichier un autre caractère unique qui sera l'accent, bah, lui, alors à vérifier qui c'est bien le accentué, et comment vérifier autre chose dessus. Alors pour vérifier un peu plus, enfin, parce que ça pourrait être le code ISO du et accentué, ISO latin. Là, on peut. Alors, le mieux, pour vraiment voir ce qu'il y a dans un fichier, c'est d'essayer de regarder les octets qu'il y a à l'intérieur. Donc, alors il y a des trucs qui s'appellent OD peut-être. On va voir si ça existe. Ouais, il y en a plein des trucs qui s'appellent OD. Alors, j'espère que ça va marcher. Donc, autre caractère. Donc, il me donne que. Oulala, c'est assez illisible. Et puis, c'est en octal. Là. Alors, OD-X. Ça va marcher, ça. Alors, ouais, c'est mieux. Donc, et puis, ça me dit quelque chose. Où c'est que c'était c'était sur Firefox tout à l'heure. Le est accentué. Excusez-moi, je vais réduire un peu la taille. Et on va voir.
on va pas tout voir, mais le V accentué, c'est C3A9. Alors, c'est pas dans le bon ordre, mais ça, enfin, c'est... bon, ça c'est parce qu'il y a aussi des façons... Ben, tout est compliqué, oui. Il y a aussi deux façons, en fait, de représenter les... Enfin, il y a plein de façons de représenter les, les octets qui se suivent. Et typiquement, en ce moment, c'est plutôt, on représente les octets 4 octets par 4 octets, mais soit on met en premier ben, donc l'octet de fin, enfin un octet ou l'autre des 4 octets, si on les appelle 0, 1, 2, 3, soit on commence par afficher le 3, puis le 2, puis le 1, puis le 0, soit on affiche le 0, le 1, le 2, le 3, ce qu'on appelle poids fort ou poids faible d'abord. Bon, et donc, essentiellement, je retrouve, donc, et un octet, c'est deux chiffres exacts. Hein, donc, un octet A9, je le retrouve là, et un octet C3, mais c'est pas dans le même ordre qu'ici, mais je suis pas plus inquiet que ça. Donc il n'y a vraiment qu'un seul caractère. L'autre façon de faire, c'est souvent d'avoir un éditeur exa. Alors, on en trouve sur le web. Alors moi, bon, euh, c'est- je prends par exemple Exditor, s'il y a vraiment besoin, parce que Odd, il n'est pas forcément super sympa. Alors, où il est mon fichier? Mon fichier, il est donc sous Cygwin. Ça, à une époque, c'était ce qu'il y avait de mieux. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est toujours ceci dit très bien. Donc, c'est mon autre caractère unique. Hein. Et il me dit que, vous voyez, là, au niveau de l'affichage, ils sont pas cohérents, ces deux-là encore. Mais je m'attendais peut-être plus à celui-là, ceci dit. Donc, le A, je sais pas quoi. Alors ça, je sais pas si je peux faire une loupe. Et le copyright à 9. Bon, donc on peut avoir des choses qui visualisent. Donc ça, c'est les adresses. Ça, c'est la partie du fichier. Vraiment, alors c'est un petit fichier, on ne fera pas grand-chose. Et puis là, c'est une interprétation si c'était du code ASCII. C'est ce qui se passe en général. Donc c'est pour ça qu'on retrouve. Donc le code ASCII, alors code ASCII, oui, mais de 8 bits à partir d'un truc ISO probablement. Hein. Et j'ai pas trouvé là-dedans comment dire que il faut l'interpréter plutôt ça comme de l'UTF 8, 16 ou 32. Bon, ça fait pas tout quoi. Par contre, ici on peut interpréter comme étant Little Indian ou Big Indian. Sauf que là ça change rien. Peut-être qu'il faut recharger le fichier. Open, autre caractère. Bah non, ça change rien. Alors c'est peut-être pour ici, je sais pas. Il faut peut-être raconter les deux. C'est peut-être une interprétation juste pour les noms, pas pour les caractères. Et j'ai pas envie d'interpréter ça, enfin bon, autrement. Mais si on prend un plus gros fichier, donc le exécutable, bon ben voilà, on voit un peu mieux ce que fait donc cet interpréteur de fichiers. Donc il donne au centre les octets les uns à la suite des autres vraiment, là les adresses en bleu, et puis sur le côté, il y en a plein des trucs comme ça. Hein. Si on interprète ces octets-là comme des codes ASCII étendus, hein, 8 bits, alors ben, ça donnerait tel caractère, ce qui le plus souvent donc donne n'importe quoi. Mais de temps en temps, on a quand même donc là je tombe par hasard sur une zone point data. Je devrais trouver quelque part mon pourcensé que j'ai utilisé tout à l'heure, et même peut-être les noms de mes variables. Il y a plein de choses quand même là. Bon, on va pas chercher. Je sais pas s'il y a un CTRL F. Ah, s'il y a un CTRL F. Alors, pourcensé. Et il me le dit où c'est. Ah, c'est sympa de dire que c'est ça. S'il me dit pas où c'est. Bon. Voilà. Bon. Alors, donc, on voit que là que la longueur est pas forcément la même. Donc, c'est un caractère. Hein. C'est plus aussi simple que le nombre d'octets. Donc, du coup,
précaution quand on veut regarder la longueur d'une chaîne de caractères. Il faut peut-être prendre des fonctions qui sont suffisamment récentes pour intégrer la notion d'UTF-8 si on utilise de l'UTF-8. Ceci dit, si c'est du LaTeX qui est écrit ou du HTML, regardez la longueur, ça doit être aussi des fonctions assez spéciales qui prennent des choses comme ça. De la même manière, comparaison pour savoir si on est dans l'alphabet avant ou après, c'est bon, délicat quoi. C'est pas clair que on puisse le faire facilement sur de HTML, du LaTeX, même que dans un des environnements. Et puis, c'est pas comme ça que je voulais l'écrire, pardon. Et si on regarde en fait si on mélange à la fois donc, le côté programmation et les chaînes de caractères, donc on imagine qu'on est sur une application et qu'on a un processus global de traitement d'informations qui part du HTML ou dans une input, on demande à l'utilisateur de taper des choses, c'est récupéré par du JavaScript, puis envoyé via une URL à un fichier PHP qui interroge une base de données, qui interroge via un langage, pardon, une base de données, et puis fait la chaîne inverse pour revenir afficher des choses dans la page. Eh bien, les caractères un peu spéciaux, type les caractères d'échappement, les caractères de guillemets, les accents et tout ça, il faut imaginer qu'elles vont passer par là, 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 et revenir, et qu'à chaque endroit, les normes utilisées ne sont pas forcément les mêmes. Les caractères d'échappement, le slash qui est là, ce ne sera pas forcément le même. Le slash n qui me parlait moi tout à l'heure en C, en HTML, ça ne sera pas forcément ça, mais au niveau PHP, c'est peut-être du slash R qu'il faut mettre. Enfin bon, il y a plein de soucis, souvent ça se passe bien, hein, mais régulièrement aussi, ça se passe mal. Soit parce que la BD, elle n'est pas prévue pour coder le type de caractère qu'on avait prévu du TF8, mais de l'isolatin. Alors, moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux privilégier l'UTF-8, en tout cas c'est l'invention la plus récente et la plus générale qui permet de tout coder, par rapport à ce qui était à une époque l'isolatin qui était pas mal pour grand monde, qui était pas mal pour pas mal de monde. C'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que même si UTF-8 c'est bien foutu, ça ne garantit pas que dans l'input, c'est typiquement les problèmes d'injection SQL. Alors, juste pour vous envoyer sur une autre piste, injection SQL. Donc, l'idée de l'injection SQL, c'est quand quelque part donc il y a dans un site web dynamique, on pose des questions. Après, on pose une question, pardon, c'est pas celui-là. On construit une requête SQL ou MySQL avec des parties de choses qui sont récupérées du site web et des parties récupérées, enfin produites automatiquement par le programme. Donc on a ce genre de choses là. Peut-être agrandir un tout petit peu si on peut pas réduire ça, c'est pas grave. Et si dans la chaîne de caractères, alors c'est peut-être plus bas que c'est écrit, si dans la chaîne de caractères, la personne a mis comme caractère ça, quand on reconstruit l'ensemble, ce qui va arriver, c'est la requête, alors, qui au départ était celle-là, va devenir la requête, une fois reconstruite entre les choses qui sont spécifiques produites par le programme et les choses qui sont récupérées du HTML, s'il a récupéré ça et qu'on le pose à l'endroit où c'est un password égale mot de passe nom ici, et que l'utilisateur, voilà, c'est le nom ici, il met choc. Il met ce caractère-là de fin de chaîne, donc ça c'est un caractère standard, c'est même pas des histoires d'accent là. Hein. Et puis tiré qui veut dire que la suite c'est des commentaires, et donc on peut passer comme ça, ça revient à faire une requête où on ne considère que le début de la requête et tout le reste sur la vérification du mot de passe n'est pas fait, et comme ça on rentre à l'intérieur d'un site web où on peut faire des bêtises.
Enfin bon, ça c'est quand c'est pas protégé, hein. Il y a des façons quand même de protéger ça. Mais voilà, donc même si on est en UTF-8 ou même en ASCII, enfin le truc le plus général, le truc qui marche le mieux, euh, dans ce long processus, il y a plein de moyens encore d'avoir des caractères qui vont gêner et qu'il faudrait pouvoir éviter, que ce soit au niveau de JavaScript, au niveau des URL. Dans les URL, tiens, tout à l'heure j'en avais mis quelques-unes ici. Oui, le diacritique de l'alphabet latin tel qu'on le voit apparaître ici. Non, bah, ça a disparu, tiens. Bah, on va le rechercher, diacritique de l'alphabet latin. Là, ça apparaît bien avec des espaces, hein. Si on regarde la page, là aussi, ça apparaît presque bien. C'est-à-dire que les espaces, c'est plus les espaces. C'est devenu des soulignés. Mais le guillemet apparaît bien. Et en fait, si on fait un copier de ça dans un autre endroit, alors ici les copier, c'est pas terrible, mais bah, les soulignés se passent bien parce que c'est de l'ASCII. Bah, par contre, le guillemet, lui, a été traduit parce que dans ce pseudo-langage-là, le langage des URL, le guillemet n'a pas le droit d'y être aussi facilement. Il n'y a pas que ce caractère-là, malheureusement, dans les URL qui passe pas bien. Il y a aussi le point d'interrogation qui a un sens particulier, le égal qui a un sens particulier. En fait, dans cette chaîne de traitement, il y a à chaque endroit, tout à l'heure par exemple le et en HTML, le et donc que je disais pouvoir représenter le et accentué, on ne l'a pas encore montré ça, hein. Ben, ça veut dire que ce caractère-là, c'est un caractère un peu spécial d'échappement, celui-là aussi. Et donc, comment représenter le et avec, ben, il faut du coup avoir aussi un nom spécial pour représenter le et, si on veut représenter le et quelque part, parce que sinon ça veut dire qu'après il y a. Et donc, ben, il y a un code, je crois que ça doit être comme ça, la ampersand, pour représenter le et en HTML. Donc tous ces langages-là, ou toutes ces étapes-là, ont des caractères un peu à prendre en compte de façon différente. Et du coup, ça pose plein de soucis pour faire en sorte que notre message, il arrive bien et revienne bien sans problème. Des soucis de compatibilité pour pas attraper des caractères qui ont des sens spéciaux. Est-ce que, par exemple, on met un dollar, est-ce que ça sera interprété au niveau PHP d'une certaine manière? Est-ce que si on met des guillemets, est-ce que ça sera interprété comme la fin de la... Bon. Des soucis, alors aussi parce qu'on a envie, donc même si on se limitait à de l'ASCII pur, on voudrait pouvoir... donc l'ASCII pur, ça favoriserait la lisibilité parce qu'en ASCII pur, si on prend que l'ASCII pur, même que les caractères sympas, hein, pas ceux-là, tiens, si je pouvais... alors, je suis très fort, hein, vous voyez, je suis obligé de chercher en... Tiens, ici, ça doit être ça. Donc si ça... Waouh, en plus ça se met du rose. Ça c'est en rouge. Alors on va peut-être mettre un petit peu de... Est-ce qu'on peut mettre du... Le fait que ça soit un peu transparent, je voudrais. On peut faire ça? Dégradé, texture. Ah, dégradé. Couleur de remplissage. Transparence, moi je voudrais. Modifier. Enregistrer taille, position, format de la forme. Ah, voilà, il y a un truc là. Donc, on va voir. Est-ce que ça le fait en peur? Voilà, donc ça c'est rouge. Et ça va être. On va le faire. C'est mieux d'y arriver avant la fin, hein. Donc, on va le faire en vert. Donc cette partie-là, globalement, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément aussi bien d'un côté comme de l'autre, hein. C'est pas ça qu'il fallait faire, c'est ça. Voilà. Et puis mon transparent, c'est à peine assez fort. Pardon. Je voudrais voir en même temps. On peut voir.
Donc ça c'est plutôt bien quand même, cette zone-là. Mais il faut rajouter par exemple peut-être les deux caractères ou un caractère pour dire fin de ligne. Euh, donc, et puis il faudrait peut-être enlever le del ici, par contre. Bon, le sp, on peut on peut le laisser, il n'y a pas de souci. Donc si on gardait même que ça, on serait pas exempt de petits soucis euh, avec, avec la chaîne d'exécution, hein, les caractères d'échappement, les caractères de guillemets, tout ça, ça peut nous poser des soucis. Donc du coup, mais ça serait très lisible. Par contre, si on voulait avoir quelque chose de très expressif, ben, on serait tenté d'utiliser de l'UTF parce que ça, même le japonais, le coréen, les symboles mathématiques, les trucs marrants, le grec, tout ça, ça passe très bien, l'arabe. Euh, mais par contre, bon, c'est peut-être, si on ne fait pas gaffe, les histoires de longueur de comparaison de processus, pardon, longueur de comparaison, et puis il y en a d'autres éventuellement, c'est pas trop terrible. Donc, ce que moi j'aurais tendance à privilégier, enfin moi ce que j'ai au final privilégié alors dans mes applis récentes, c'est de se dire que ma chaîne de travail c'est plutôt effectivement celle-là, c'est-à-dire ça part du HTML, ça va jusqu'à une BD, puis ça revient dans du HTML. Donc, l'affichage final, ça sera dans HTML. Donc, si ça doit passer dans tout et revenir ici, et que ça ne doit pas apparaître sous ces formes-là qu'on a vu tout à l'heure, des slash, voilà ça, ou ces formes-là avec des copyrights partout, ou des fois c'est des carrés, des losanges qui apparaissent. Enfin, il faut que ça soit plutôt quelque chose de très HTML. Donc ça serait plutôt dans ce cas soit de l'ASCII pur standard 7 bits, mais pour favoriser l'expressivité, pour tous les caractères qui seraient un peu spéciaux, eh ben, je conseille donc d'utiliser la norme, par exemple, donc, qui utilise des entités, comment ça s'appelle exactement, les références de caractères. Qui sont Donc ça, c'est un mélange d'Unicode et de l'ASCII, enfin d'Unicode codé par de l'ASCII de base, sans passer par l'UTF. Et c'est assez compatible. Et il faut rajouter par contre tout ce qui est vérification des caractères qui passent pas bien. Et pour s'assurer que les caractères du coup passeront bien, il faut avoir des filtres au départ qui transforment les caractères qui vont pas bien dans la chaîne pour les recoder soit sous cette forme-là, soit sous une autre. Et puis dans l'autre sens, pareil. Dans l'autre sens, même si on n'utilise pas ce filtre-là, de toute façon, ça se passe bien parce que sur HTML, tous les caractères, même si c'est donc le guillemet, alors le guillemet, je ne sais pas comment il est codé, mais je pense que ça doit être le code. Alors, code ASCII, où c'est que du guillemet. Ici, donc, du 7 plus 32, 39. Allez, on va arriver. Donc le guillemet, on pourrait le coder en 39. En 39. Poch. À vérifier tout à l'heure. Donc on a une expressivité maximale, une lisibilité qui est bonne dans l'ensemble sur les caractères qui gênent pas la chaîne, qui sont pas exotiques au sens des accents, qui permettent, enfin c'est assez compatible parce que c'est de l'ASCII pur. Et donc les éditeurs de texte, d'une manière générale, sur de l'ASCII pur, ils sont tous d'accord pour afficher les choses. Là, il n'y a que caractères qui passent bien. Mais bon, par contre, la lisibilité, des fois, s'il y a beaucoup de caractères spéciaux, bah, ça devient un peu illisible. Mais alors, c'est illisible pour qui? C'est illisible plus pour... alors, en fait, c'est pas illisible ici, on l'a vu, hein,
Alors se méfier parce que HTML, ceci dit, il y a ce qui est affiché en HTML et puis il y a aussi des fois des alertes. Des alertes, prompt, et puis je ne sais plus lequel autre, troisième petite interface. Eux, c'est pas du HTML qui. Enfin, c'est pas le même HTML qu'ils acceptent. Bon. Donc faire attention. Et puis même dans les inputs, si on affiche ça, on risque d'avoir ça, hein. Dans les text area, je suis pas sûr. À vérifier tout ça. Bon, c'est pas gagné d'avance quand même, hein, d'avoir dès le départ automatiquement des choses propres. Mais euh, on, on peut. Mais alors, après, tout ce qui est ici et jusque-là, là, il n'y a pas trop de soucis parce que tous ces trucs-là, en fait, le programmeur, il voit des noms de variables, il voit pas ce qu'il y a à l'intérieur des variables. C'est dans les variables, les valeurs des variables qui ont ces valeurs-là. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Ça se passe bien ou pas, mais euh, c'est par contre éventuellement dans la BD, parce que si on va voir des choses dans la BD, ce qui arrive de temps en temps, euh, eh ben on verra ces choses-là, elles risquent de ne pas être traduites. Même si c'est une BD, regardez via un navigateur web et PHP MyAdmin ou des trucs de ce genre-là. C'est pas clair que le PHP MyAdmin va interpréter, enfin va mettre, il pourrait hein, probablement, mais c'est pas clair. Alors, bon, voilà, donc moi je suis pas sûr d'être arrivé à une solution, je suis pas sûr de la conseiller à tout le monde, mais j'avais des soucis et à peu près ils sont réglés dans certains cas, quoi. Je voulais vous montrer une dernière petite chose. Donc, c'est c'est quand même comment gérer. Je voulais un jour mettre, essayer de mettre dans un fichier à la fois de l'ISO et à la fois de l'UTF-8. Donc, ce que j'ai plus ou moins réussi tout à l'heure, mais c'est à l'époque quand j'avais essayé, j'avais pas réussi. Alors, je sais pas si j'avais travaillé avec Notepad, hein, c'était de mettre à la fois du et ISO et du UTF. Alors, je vous montre plutôt comment j'avais fait à l'époque. Donc j'avais essayé avec plein d'éditeurs de texte, mais les éditeurs de texte, euh, c'est pas clair qu'ils proposent la norme d'encodage et qu'on puisse la changer et ce qu'il fait après. Et donc j'ai pas réussi à l'époque. Donc j'en étais venu à l'idée de mettre dans un fichier à la main, en dur quasiment. Donc ça peut se faire avec l'éditeur de, je sais plus où il est passé. Moi, je l'ai peut-être fermé. L'éditeur hexadécimal, on peut des fois mettre en dur les octets. Et puis j'avais voulu plutôt faire un petit programme qui prend simplement les codes et puis mettre les octets. Donc ça tient en rien, hein, euh, ça scanne un entier, donc ça c'est de type entier, hein, ça se passe pas mal. Et puis ça va l'afficher comme si c'était un. Alors pourquoi je prends printf et %c, c'est parce que du coup c'est mis sous sa forme d'un octet. Alors c'est pas vraiment que j'affiche un caractère, le caractère euh, n. Enfin, ça sera affiché comme le caractère n, mais c'est plutôt que je veux mettre l'octet de numéros un tel. Et donc 10 fois ça n'a pas marché, ça d'ailleurs, hein. Ça n'a pas l'affiché. Alors donc si je donc mon fichier là c'est number to octet, donc c'est bien celui-là, hein. Ah ben il y a des trucs qui apparaissent parce que j'ai pas dû le sauvegarder depuis la dernière fois. Voilà, il est propre. Donc je le compile. Si je l'exécute, alors on va s'amuser un petit peu. Donc, j'ai dit 65. Donc c'est le caractère A. 20, non c'était 32, c'est l'espace. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là. Alors j'avais dit combien parmi mes tests tout à l'heure. Alors, je ne sais pas où. 32, 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
Ah bah j'ai effacé, mais ouais, peut-être tout à l'heure j'ai effacé. 39, je sais plus. Je vous écoute. Enfin, ah si, je sais comment. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Allez, 39. Donc 39, voilà, c'est bien le guillemet simple. Et puis le caractère 2, alors 32, donc c'est là, donc là, plus 16, 48, 49, 50. Le caractère 50, c'est 2. Ce qui me fait penser le truc de base pour passer d'un nombre à la valeur du nombre, enfin du caractère nombre. Par exemple, si, donc, char, si on a un char C qui vaut le nombre 8, peu importe lequel, quelle est la valeur n enfin quelle est la valeur, comment repasser de C, là C en fait il vaut, donc on a dit 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, hein. Comment repasser de 56 à 8? Et ben en fait un truc souvent de ce genre là, C moins 0, il faut l'avoir vu peut-être une fois au moins parce que c'est bizarre. Et là on a par contre la valeur 8 et pas le caractère 8, hein. Bon voilà, c'est juste pour s'amuser. Ça, je ne ferai pas de test là-dessus. Donc, mais si on me met de 233, 233, ça n'affiche rien. Alors, 233, alors pourquoi ça affiche rien? Probablement parce que tout à l'heure, on a dit que 233, c'était le code ISO et que cette console-là, elle n'a pas l'air d'être en ISO. Alors, voilà, j'ai fait un 0 après, puis c'est parti dans les choux. Alors je sais pas pourquoi c'est parti dans les choux, mais en plus avec des caractères spéciaux. Donc on va relancer. Et puis plutôt que mettre 233, on va essayer de mettre alors le code. Donc ah ben c'est où qu'il faut que je trouve? C'est plutôt sur internet. Voilà, UTF-8, le E accentué. Est-ce qu'on va réussir à le faire, le E accentué, le E accentué, le E accentué, le E accentué? Aïe, 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 il est où? Il est où? Je le vois pas, je le vois plus. Voilà, il est là. Donc c'est C3 A9. Alors, C3 A9. Alors, je recherche la calculette parce que C3 A9, moi ça me parle que très modérément. C3 195, se rappeler 195. Et A9 195. 195, 169. 195, 169. Alors ici, 195, 169. Et là, miracle, on voit apparaître le E. Alors, il a en fait envoyé deux octets, hein. Un octet avec 195, un octet avec 169, et c'est interprété comme étant un E par la console. Mais il y a deux octets, hein. Pour le prouver, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, on peut faire... Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? Quart unique... Ah oui, avec 4. Mes deux caractères et autres caractères. L'un étant 233, si je me rappelle bien. Quart unique. Ah non, c'était... Ah bah non, c'était pas le... Et l'autre... Autre quart unique. Voilà, là c'est le E, alors qu'il y avait deux octets dedans. Donc je peux essayer de mettre 195, 169, qui va me donner E. Sauf que je vais faire ça en l'envoyant vers donc bis pour vérifier qu'il y a bien deux octets. Donc 195, 169 et bis. Bis, il a bien deux caractères et même si on fait la différence entre autre et bis, ben, c'est pas diff comme ça, c'est avec deux F, hein.
Ah bah, Diff se débrouille bien. C'était pas garanti. Moi, je parierais pas. Il faudrait aller voir. Enfin bon, parce que bon, on peut avoir des doutes. Et tout à l'heure, ça n'a pas marché. Donc, enfin, qu'il est bien. Diff est un vieux truc, donc qui existait avant UTF. Donc, est-ce il compare bien des octets? Bon, voilà. Faut de temps en temps aussi avoir un petit peu de prendre des précautions. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dernier test, oui, mettre dans le accentué, donc, on va appeler ça terre, le 233. Est-ce qu'il a marché en fait? Donc, 233, eh oui, il y a bien un caractère. Et si on le visualise, ah bah, il me le visualise mal. Voilà. Mais alors, ce qui va être intéressant, c'est éventuellement de le visualiser avec, bon, ça peut être on va essayer avec deux choses, hein, avec un éditeur et puis donc Notepad, mais ça pourrait être n'importe quel autre éditeur. Ça, pourquoi c'est comme ça? Voilà. Ouvrir. Donc bis, il l'ouvre bien. Ouvrir. Terre, enfin il ouvre bien. Et là on retrouve le XE9. Ouais, je suis un peu quand même déçu par Notepad là. Alors, est-ce que. Hop là, s'il te plaît. Ah oui, c'est pas là, c'est encodage. Encoder en ANSI. Ah bah, il appelle ça ANSI. Bon. Bon, ouais. C'est pas clair du coup ce que c'est que l'ANSI exactement, si c'est de l'ISO latine ou un autre. Donc il a là deux fichiers qui ont l'air de se ressembler, mais en fait, l'un a deux caractères, length 2, là, et l'autre n'a qu'un seul caractère, length 1. Et pareil, ici, on peut avoir deux onglets. Hop là, on va fermer tout ça. Alors, si j'arrive avec le nouveau qu'ils ont mis, ouvrir un fichier. Donc, terre. Voilà, terre. Donc ça, c'était de l'ISO, il passe bien. Et ouvrir, ça c'est bis. Ah bah c'est par contre l'UTF qui passe pas bien. Alors, pareil, on peut lui dire de se mettre en UTF alors à Firefox, mais je pense avec les autres navigateurs aussi, alors il faut que je retrouve encodage des caractères. Voilà, il appelle ça Unicode. Alors Unicode, bon, c'est pas forcément très clair ce que ça s'appelle Unicode, hein. Autant ANSI tout à l'heure c'était pas très clair. Et puis bon, non, ça c'est pas intéressant. Donc, mais Unicode, implicitement, donc UTF-8, il arrive à bien interpréter les choses. Et si on s'amuse un petit peu, on peut mettre dans un fichier à la fois. Alors, tiens, si je fais un autre fichier que je vais appeler HTML, ou Quattro. Donc là, je vais mettre et dièse 233, point virgule, et puis et acute, point virgule. Voilà. Voilà. Donc lui par contre va être long comme fichier, hein. On est d'accord. Bon, il a deux caractères, mais chaque caractère voilà, prend un peu plus de place. Donc si je mets dans un même fichier à la fois bis, je voudrais aussi un espace peut-être, espace, pouf, voilà. Mon fichier espace, il a un caractère et c'est l'espace, hein, vous me faites confiance. Donc si je mets dans un fichier à la fois bis, donc bis c'est le code UTF. On va mettre ISO en premier, donc terre, un espace, bis, ça c'est UTF, un espace,
et mes deux codes HTML, tout ça dans l'ensemble. On va avoir un fichier qui va être long, ok, et qui sera intéressant de regarder, c'est de regarder avec les différents navigateurs. Donc, navigateur ou autre. Donc, l'ensemble, ici, donc on a... alors, par défaut, il a pris ANSI, donc du coup, l'ISO, ce qu'il appelle ISO, passe bien. Et le reste, alors, c'est un peu décevant parce qu'il n'interprète pas le HTML. Hein, et je vais avoir beau chercher, je pense, HTML, voilà, il va rien me dire HTML. Par contre, si on dit que c'est du TF, c'est le premier caractère qui ne va pas passer, puis le deuxième passera, mais le HTML ne passera pas. Donc voilà, pas complètement lisible, mais pas loin. Si je prends donc cette fois, ouvrir un fichier, donc plutôt l'environnement qu'on utilise, tout ensemble. Donc lui aussi, quand c'est... Alors, c'est du faux HTML, alors c'est pour ça que... Alors, je sais pas si je peux rajouter à la volée que c'est du HTML. Donc, ah, d'accord, c'est sympa ça. Si je me trompe pas, donc si je fais sauver sous, alors si je fais sauver sous, il va se passer plein de choses. Hein. Mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Enregistrer sous. Donc, converti, je vais appeler, hein, je vais appeler converti parce que j'ai un doute sur ce que ça va me donner. Faut voir, c'est intéressant. Je pense que un éditeur de texte, quand il sauve, il n'y a pas de souci, il sauve correctement, il rajoute pas trop de trucs, mais là j'ai un doute hein, sur ce qu'il va me rajouter. Alors, regardons à la taille déjà. Ah non, converti, c'est à la même taille. Alors on va peut-être avoir la même chose, alors du coup c'est pas intéressant. Sauf que je vais quand même l'utiliser, converti. Donc ouvrir, converti. Pour ajouter, alors est-ce que c'est là qu'il faut mettre, mais que c'est du HTML. Hein. Parce que quand même, dans le navigateur, il vaut mieux quand même dire que c'est du HTML. Sinon, apparemment, il ne prend pas. Donc là, dans l'éditeur de texte, ça sera toujours... donc c'est pas vraiment converti, c'est moi qui convertis en disant que c'est du HTML. L'éditeur de texte, il n'interprète toujours pas le HTML. Hein. Mais ici, on va ouvrir le converti. Et là, enfin, par rapport à tout à l'heure, donc ça, on n'a plus besoin. Par rapport à tout à l'heure. Ah, c'était pas ça, non, j'ai pas ouvert de... Il fallait ouvrir une nouvelle... Par rapport au... tout ce qui était ensemble, où on voyait ce qu'on avait tapé, hein, comme dans les éditeurs de texte, là, on voit que des choses qui devraient être des et accentuées, sauf qu'il y en a un qui est pas bon, c'est celui qui est codage UTF, parce que là, probablement, c'est interprété comme étant de l'ISO, ce qu'ils appellent occidental. Si on interprète comme étant de l'UTF, ce qu'ils appellent Unicode, c'est l'ISO qui est plus bien interprété, tout le reste est bien interprété. Dans les deux cas, quand même, les deux derniers, le codage, donc soit avec 233, soit avec Acute, il passe bien. Donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance à choisir ça. Alors on peut dans le HTML essayer de s'astreindre à mettre des et accentués d'un codage à un autre et mettre dans le HTML, pardon, il est où le HTML? Il est là, dire qu'on est avec en UTF, je ne sais plus comment c'est écrit, ou en ISO. Mais l'utilisateur il peut faire autrement. Et puis ce qui se passe souvent, c'est que du HTML, c'est des fois donc se rappeler, ça passe par plein de trucs et certains et éventuellement aussi par plusieurs éditeurs de texte et parce que par exemple pour le PHP c'est peut-être du PHP directement sur le serveur qu'on va aller modifier et sur le serveur on va pas avoir les mêmes éditeurs que sur sa machine enfin bon et donc
il se peut qu'arrive un mélange dans des fichiers de UTF et d'ISO, comme j'ai fait là, un peu de force. Et donc à la fin, bah, ça passera pas bien, sauf à avoir mis des choses qui sont stables dans tous les formats. Sachant que une autre blague qui m'était arrivée, c'est que euh, il y a des gens qui ont essayé de mettre une indication de codage pour l'UTF en se disant, bah, UTF, ça va pas coûter bien cher, on va mettre un début du fichier un petit code pour dire c'est de l'UTF. Donc ça s'appelait le BOM, je sais plus quoi, bit order, on va chercher. Et ça voulait dire aussi que c'était de... Voilà. Alors ça a plusieurs sens, BOM, pardon. Bit order mark. Moi je vois BOM UTF. Alors, voilà, c'est en Unicode. Donc j'ai mis... on peut dire aussi dans les octets dans lesquels c'était... Alors ça c'est pour de l'UTF, pas le 8 justement. Mais c'était aussi utilisé, bon, pour dire dans quel sens on va coder en UTF 16 ou 32 les 2 octets ou les 4 octets, hein, est-ce que c'est pas fort ou pas faible d'abord. Mais c'était aussi pour dire d'une manière générale qu'on était en UTF 8. Donc c'était, je sais plus, c'est un ou deux caractères au départ, et c'était préconisé pendant un certain temps, et puis finalement ça n'a pas été préconisé tout le temps, parce que, bon, vous lirez, et je lirai éventuellement, mais je sais que j'ai utilisé ça, et que c'était une horreur, parce que le mettre donc, en début de fichier, ça oublie que des fois certains fichiers, toujours dans la chaîne ici, sont concaténés les uns aux autres. Et du coup, ce qui était au début du fichier, quand on fait la concaténation, ça se trouve au début du fichier, puis à l'endroit de la concaténation de deux fichiers, au milieu du fichier, et à cet endroit-là, c'est n'importe quoi, et il faut l'enlever, et c'est la catastrophe. Donc comme souvent, de toute façon, on ne sait pas ce que font les éditeurs de texte, on ne fait pas gaffe, parce qu'on a autre chose à se préoccuper. Euh, euh, Quand je code, j'ai tendance à ne plus mettre d'accent, même dans mes commentaires, pour éviter que automatiquement les éditeurs de texte que j'utilise transforment ça, sans me dire, en du UTF ou du ISO et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est pas terrible hein, au niveau programmation, mais dans toute cette partie-là, j'évite de mettre des lettres accentuées ou des lettres. Je me restreins à l'ASCII pur, même si JavaScript, PHP disent que on peut coder en UTF-8, ils sont compatibles et tout marche bien. Donc compatibilité, c'est l'histoire de calcul de longueur, de comparaison. Donc, oui, mais ça dépend aussi des outils qu'on utilise, euh, éditeurs et autres, et qui eux sont pas forcément des fois très user-friendly et très prudents et respectueux de, d'un codage qu'on aurait préféré, UTF ou ISO, et qui sont incompatibles les uns avec les autres. Donc pour éviter ça, pas d'accent. Et puis rendez-vous dans 10 ou 15 ans pour voir s'il y a toujours des problèmes d'accent dans les messageries, dans les programmes, ou pas, pour arriver à écrire des choses avec des accents. Pour l'instant, aujourd'hui, hein, ça fait depuis longtemps hein, que des solutions ont été trouvées, mais aujourd'hui, il y a toujours plein de problèmes. Et j'ai l'impression pas près d'être fini complètement. Parce que ce que j'ai proposé là, par exemple, c'est coûteux. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne le fais pas systématiquement d'écrire des 233, parce que j'oublie que c'est 233. Et donc, je mets des textes aussi qui sont sans accent pour être sûr de garantir que tout passe bien, sans cédille ou des choses comme ça. Il y avait un autre souci de temps en temps, j'y pense. Parmi les problèmes, c'est aussi minuscule, majuscule. Donc, est-ce que c'est... Donc, comment ça s'appelle donc, il y a des langages qui différencient les minuscules des majuscules, puis d'autres langages qui différencient pas. Et puis, dans un langage qui différencie pas, ça veut pas dire que
tout ne différencie pas. Par exemple, en ADA, minuscule, majuscule, pour un nom de variable, c'est bien pareil, sauf que quand le nom de variable euh, correspond, enfin, doit prendre une chaîne de caractères qui est un nom d'un fichier, et que le fichier est dans un système où minuscule, majuscule diffèrent, et ben, donc il y a une partie du programme qui doit respecter la casse, les noms de fichiers, et ça dépend aussi des systèmes d'exploitation. Il y a des systèmes d'exploitation où il n'y a pas besoin de respecter la casse. Et une autre, enfin, un système d'exploitation ou autre chose, par exemple les mails. Est-ce que les mails ont une casse importante ou pas? Est-ce que les URL ont une casse importante ou pas? Il y a plein de petites questions qui arrivent, alors que la lettre E, c'est la lettre E, mais est-ce que E égale E? Ben, ça dépend un peu des contextes, quoi. Voilà, donc je disais, rendez-vous dans 10 ou 15 ans pour voir si on aura résolu d'ici là tous les problèmes sur les accents. Voilà, je vous laisse avec le tableau ASCII. Bonne journée.